Bonjour Madame Rogez, merci d'avoir répondu à notre invitation. La problématique d'accès aux soins est un sujet majeur qui préoccupe les Français dans le cadre de l'élection présidentielle. Cette inégalité d'accès aux soins est une réalité et provoque une diminution de l'espérance de vie de 2 ans en moyenne en zone sous-dotée selon l'étude d'Emmanuel Vigneron. Les chiffres de la densité des médecins généralistes pour 10 000 habitants parlent d'eux-mêmes. Nous sommes à 6,08 pour 10 000 habitants en Sarthe, 6,49 dans l'Orne, 6,32 ici en Mayenne, alors que la moyenne nationale approche les 8,44. Il existe des départements qui sont suffisamment dotés avec une densité de médecins assez conséquente, comme les Bouches-du-Rhône, où que la densité est de 12,43 pour 10 000 habitants. Depuis peu, un problème supplémentaire vient se greffer au manque de médecins de ville, à savoir la fermeture des urgences de plusieurs villes, comme ici à Laval, de la nuit de 18h30 à 8h30. C'est encore le cas ce soir, ce 8 mars. Pourtant, l'ensemble des Français qui vivent dans une zone sous-dotée ou dans une zone suffisamment dotée sont égaux face aux cotisations sociales et face à l'impôt. Chaque Français est protégé par la Constitution qui garantit l'accès à la santé pour tous. Alors nous attendons des propositions concrètes et réalisables pour les 5 prochaines années. Vous avez la parole. Bonjour. Donc, merci de me recevoir. Donc, moi, je représente le candidat Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France. Je suis médecin dans l'Oise. C'est sûr qu'il n'y a pas que la Mayenne qui est sous-dotée en médecins. D'ailleurs, j'étais étonnée de voir que c'était l'Île-de-France, la région la plus sous-dotée, enfin la moins dotée, si on peut dire. J'étais un peu étonnée de découvrir ça. Alors, tout le monde peut constater qu'on soit du monde de la santé ou qu'on soit patient, et tout le monde est patient. Les inégalités, c'est sûr. Et bon, il y a beaucoup d'initiatives qui se sont mises en place quand même. Il y a les maisons médicales, les centres de santé, les CPTS. En Vendée, j'ai vu qu'il y avait des centres de soins. Enfin, il y a beaucoup d'initiatives, mais ça a quand même beaucoup de mal à prendre. Pourquoi un médecin payé par une mairie ou une communauté de communes, 5 000 €, toutes charges comprises, avec secrétariat, avec charges prises en compte, enfin, il n'arrive pas à recruter, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il ne faut pas inventer des nouveaux métiers? C'est déjà un peu fait avec les assistants médicaux, des infirmières qui font une prévisite en quelque sorte. Bon. Est-ce que c'est vraiment traiter le problème à sa cause? Je pense que ça aide actuellement quand même, mais ce n'est pas traiter le problème à sa cause. Je pense que si on veut faire venir des médecins, il faut d'abord développer les territoires. C'est très important, vous ne pouvez pas faire venir un jeune de 30, 35 ans qui a déjà femme et enfant dans un lieu où il n'y a ni transport, ni structure sportive, ni école ou collège. Donc c'est fondamental de développer les territoires. Il faut aussi, je pense que c'est très important, il faut revaloriser la médecine générale. Le médecin généraliste, c'est le médecin référent, ça porte bien son nom, c'est le premier contact d'une personne avec le monde de la santé. Il faut redonner aux jeunes l'envie de faire de la médecine générale. Or, on voit bien que le médecin généraliste, il est submergé par les tâches administratives qui sont même pas du tout de la médecine. Pourquoi on demande certains papiers à des médecins? C'est pas l'intérêt. Ça peut pas donner envie à des jeunes de voir que le médecin est submergé de tâches administratives, de voir que sa salle d'attente est submergée de gens. Je crois qu'il faut vraiment faire autrement. Maintenant aussi, il y a le problème d'Internet. Les patients, en fonction de leurs symptômes, ils vont faire le diagnostic avant le médecin. Et ils savent mieux que leur médecin. Donc ils sont devenus quand même des consommateurs. Je viens pour avoir un antibiotique. Ils viennent plus pour un diagnostic parce qu'ils l'ont fait grâce à Internet. Je pense qu'il y a vraiment une vision de la médecine générale qui est complètement changée là. Il faut redonner confiance entre le patient et le médecin. Il faut aussi redonner de l'autonomie aux médecins, ça oui, ouais. Et puis développer les communications entre les médecins, les hôpitaux, les structures à domicile,
C'est fondamental aussi parce qu'il est, alors je dis il faut qu'il soit autonome, mais il faut qu'il soit toujours aussi en lien avec d'autres partenaires. Il est souvent très isolé, le médecin généraliste, quand il ne sait pas ce qui se passe dans son propre hôpital. Moi j'ai vu avec la crise du Covid, j'ai jamais su ce qui se passait dans l'hôpital de ma ville, parce que bon, on ne faisait pas partie de la veille sanitaire. Voilà encore quelque chose de fondamental. Il faut que le médecin participe à la santé publique. C'est pas normal que nous, on a vu 95% peut-être des gens qui avaient le Covid, tous ceux qui ne sont pas allés à l'hôpital, et on nous a jamais rien demandé. Comment on peut gérer une crise de cette ampleur sans aller voir ceux qui voient la base, enfin ceux qui ont vu dans leur cabinet tous les symptômes. On nous a jamais rien demandé. Donc tout ça, c'est une vision du médecin généraliste qu'il faut redonner pour redonner envie aux jeunes. Beaucoup vont vers de la médecine salariée, redonner envie aux jeunes qui sortent de la fac, les jeunes médecins, de faire de la médecine générale. Donc changer beaucoup de choses là-dessus, ça c'est important. Et c'est pas forcément des incitations financières, parce que bon, moi je vois ça souvent, bah oui, on va vous payer le loyer pendant 3 ans, ou on va prendre en charge tel ou tel. C'est pas des incitations financières forcément, c'est plutôt donner envie d'aller s'installer dans des territoires sous-dotés, dans des campagnes. Et puis alors il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que je vais m'éloigner un petit peu de la lettre de Nicolas Dupont-Aignan que vous pouvez tous lire sur le site, mais je ne vais pas tout relire. Il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est de passer, ça on n'en parle jamais, de passer d'une politique de soins d'une maladie à une politique de santé. Or la santé, c'est pas juste ne pas être malade. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle jamais. On parle de la maladie, le soin. Or, on a bien vu, la crise du Covid a été très révélatrice en ce sens. C'est que qui a attrapé le Covid? Les personnes très âgées, et les gens obèses et les gens diabétiques. Or, que fait-on pour toutes ces... Alors le vieillissement, ça c'est une grande part... il va falloir traiter cette branche vieillesse, ça c'est sûr, mais les facteurs de risque, toutes ces maladies chroniques qui explosent, on est passé j'avais pris le chiffre, maintenant on est à 11 millions de maladies chroniques, et encore sans compter l'obésité et l'hypertension qui sont pas comptées dans les ALD, on n'est pas loin de 20 millions de maladies chroniques, 20 millions, vous vous rendez compte? Ça veut dire quoi? C'est pas normal, c'est pas normal. Il faut vraiment travailler là-dessus. Et c'est pas en continuant à découper les gens en morceaux, à dire vous avez mal à l'épaule, ben je vais vous donner un anti-inflammatoire, au revoir, 25 €. Pour moi, c'est pas ça la médecine générale. C'est une médecine de prévention, une médecine, oui, où on tient compte. Alors, si on parle de l'obésité, des maladies chroniques, et puis du diabète, on tient compte de l'alimentation, on tient compte de l'air respiré, on tient compte du sport. C'est aussi le rôle du médecin généraliste que d'inciter son patient à aller mieux. Bien sûr, l'eau qu'on boit, enfin tout ça, on rejoint un peu l'écologie. Il faudrait conclure, Madame Rogette. Ah bon, d'accord. Oui, c'est ça. Moi, c'est un peu mon cheval de bataille, ça. C'est de faire une autre médecine, une médecine de prévention, une médecine du prendre soin et pas seulement du soigner. Voilà. Et ça s'est vu. Donc, malheureusement, avec le Covid, tout ça a émergé. Est-ce qu'on ne va pas faire une médecine différente? Et bon, de ce fait-là, bien sûr, si les médecins font beaucoup plus de prévention et que leurs patients tombent moins malades, vont mieux, bien sûr, déjà, on va désengorger les hôpitaux, les Français vont aller mieux, vont dépenser moins, ça va faire des économies, et les médecins généralistes seront plus motivés pour venir s'installer dans des zones rurales. Voilà, il n'y a pas que le matériel, il y a vraiment le sens même d'un médecin généraliste. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois.
La prévention, la prévention. Merci. Je vous invite à rejoindre le petit salon. Donc merci Madame de votre exposé. Donc le format de l'émission oui, parce que je trouve que c'est un petit peu un format télévisuel et voilà, le format veut que maintenant vous puissiez répondre à une question qui va vous être posée par un citoyen. Il y a eu un micro-trottoir qui a été fait et donc vous allez avoir le droit de choisir sur l'écran qui est devant vous une des personnes qui va vous poser une question et à laquelle on vous demandera de répondre. Et j'ai l'embarras du choix parce que je suis la première. Exactement. La 7. Frédéric Ney, j'ai 52 ans. Une des questions que j'aimerais poser, c'est les élèves, ceux qui passent les concours des enseignants, lorsqu'ils sont diplômés, qu'ils sont reçus au concours, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont être nommés. Pourquoi on ne peut pas faire la même chose avec les médecins? Oui, j'ai déjà entendu cette question-là. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne pense pas que ce soit... je ne sais pas si j'ai eu le temps d'en parler. Je ne pense pas que ce soit avec des obligations, des coercitions qu'on va faire venir les gens. Il faut savoir que les étudiants en médecine, alors c'est sûr, les études sont gratuites, mais ils travaillent énormément pour l'hôpital pour des salaires très très bas. Donc on ne peut pas dire qu'ils ont leurs études gratuites parce qu'ils redonnent vraiment beaucoup des heures et des heures très mal payées à l'hôpital. Et puis je pense aussi que, comme je disais tout à l'heure, quand vous arrivez à plus de 30 ans, que vous avez femme et enfant, on ne peut pas vous dire allez vous mettre 2 ans dans un endroit où il n'y a aucune structure. Je parlais de développement de territoire. Je crois que c'est vraiment ça aussi qui est important. Il faut qu'il y ait des structures. Ce n'est pas comme un jeune de 22 ans qui est libre, qui peut passer 2 ans quelque part. Là, on a affaire à des gens, c'est déjà des adultes avec une vie familiale. Et puis leur dire, au bout de 2 ans... Alors, justement, c'est une des mesures de Nicolas Dupont-Aignan, c'est quand même d'aider avec une bourse pour que, pendant les études, pour que les jeunes qui sortent s'installent 5 ans dans une zone sous-dotée. Après, si ça peut leur donner envie de rester, c'est bien. Ça peut sûrement être une mesure utile, mais obligée. On n'a jamais motivé des gens, que ce soit dans la médecine ou ailleurs, en obligeant. En obligeant ou en donnant que des compensations financières. C'est la motivation qui est importante. C'est la motivation, ouais. Donner envie, donner envie. D'accord, merci. Oui, rebonjour, docteur. Donc au lendemain de l'élection présidentielle, quelle sera la première mesure que vous allez prendre afin de répondre à l'urgence des déserts médicaux, car on ne peut pas attendre 10 ans? Voilà. Bon, alors là, j'en ai 2 en fait, parce qu'il y en a une à très 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 court terme. C'est réintégrer immédiatement tous les médecins et professionnels de santé suspendus à cause de l'obligation vaccinale. Ça, je crois qu'il n'y a que Nicolas Dupont-Aignan qui dit ça, mais c'est une priorité. Ça s'est fait de manière aberrante, avec une violence pas possible de l'État. Je ne comprends pas que l'État puisse tenir des propos aussi violents en menaçant de prison un médecin qui continue à exercer du jour au lendemain en le mettant dehors. L'État doit protéger tout le monde et en particulier ses médecins, prendre soin de ses médecins. Donc là, c'est suppression et non pas suspension comme c'est prévu la semaine prochaine. Suppression du pass sanitaire, du pass vaccinal et réintégration immédiate des professionnels de santé, tous. Et autres, les pompiers, les ambulanciers, tous ceux qui ont été suspendus. À moyen terme, donc, c'est cette bourse pour aider à l'installation pendant 5 ans. Et puis, c'est un petit peu mon 3e point de tout à l'heure, à
moyen, long terme, c'est ce changement un peu de paradigme, j'allais presque dire. Oui, il faut des médecins de proximité, mais pourquoi faire? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on se rende compte un petit peu que la médecine qui arrive ne va pas être du tout la même? Alors, le Covid a aidé à cette prise en compte, mais ne va pas être du tout la même que celle qu'on a l'habitude de faire maintenant. Moi, je pense vraiment que là, il faut vraiment une vision en hauteur, prendre de la hauteur et voir que c'est bien de faire venir des médecins, d'essayer de faire de la médecine comme avant, mais on n'est plus du tout dans cette optique-là. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'elle va faire au niveau médical? Elle rentre dans le domaine médical, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça va changer? Et on occulte un peu ça, on ne veut pas voir ces nouveautés. Merci. Vous avez terminé. Oui, j'ai répondu à vos questions. Tout à fait, merci d'avoir répondu à notre invitation encore une fois. Comme vous l'avez dit, on peut retrouver la réponse à notre lettre ouverte de Monsieur Dupont-Aignan sur notre site internet. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci à vous.